Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous accueillir pour cette internationale, édition spéciale, bien sûr, marquée par l'actualité que nous sommes en train de vivre en France et qui trouve un retentissement international très fort. Vous avez vu tout cela dans nos éditions. Faut-il rappeler la série d'attentats, les 128 morts, 352 blessés actuellement, dont de très nombreux dans un état grave. Nous avons choisi de consacrer donc cette édition à la situation. Si l'on paraphrasait Paul Éluard, Paris, capitale mondiale de la douleur, pourrait-on dire. Et nous accueillons aujourd'hui deux spécialistes reconnus, éminents de cette actualité. Gilles Kepel, merci d'être des nôtres. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'islam, politologue. Vous écrivez depuis de très nombreuses années sur la question notamment de l'islam et des banlieues. Nous avons hâte de vous entendre. À vos côtés, Bernard Godard, consultant. Vous avez été appelé Monsieur Islam du ministère de l'Intérieur. Vous avez beaucoup travaillé également sur ces questions. Vous nous parlerez de la réponse de l'État français à cette situation. Beaucoup de questions donc à vous poser avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Christophe Ayat du Monde également avec nous. Beaucoup de questions, peut-être la première, alors qu'actuellement, dans Paris, ce sont des moments de recueillement. Après la stupeur, après la douleur, vous voyez, c'était cette nuit, avec ces bougies, ces très nombreux Parisiens ou visiteurs de Paris qui sont venus se recueillir. Deux questions à vous poser à l'un et à l'autre. Ce matin, encore, François Hollande et Emmanuel Valls, donc président de la République française et Premier ministre, parlent d'une situation de guerre. Ce mot est contesté, il a une résonance très forte. Est-ce que vous l'acceptez sans autre forme d'interrogation? Gilles Kepel. Alors, on peut dire effectivement qu'on est dans des situations de projection de guerre sur le territoire français. C'est-à-dire que on voyait la guerre à nos portes, on voyait la guerre en Yougoslavie, en Algérie, en Syrie, au Liban, et nous, on a l'impression qu'on en était immunes. Alors que, en particulier, quand on a eu les récits de ce qui s'est passé au Bataclan, avec donc cet établissement parisien où 89 personnes ont été tuées. Ont au moins trouvé la mort pour l'instant, et il y a de très nombreux blessés qui sont entre la vie et la mort, malheureusement. Les scènes qui nous ont été décrites ressemblaient à des scènes, sinon de guerre conventionnelle, en tout cas de pays dans lesquels le terrorisme a créé une situation de guerre. Et notamment, les kamikazes. Bien sûr, puisque c'est la première fois que nous avons... Alors, le terme encore est impropre, parce qu'ils n'ont pas pris des avions pour se faire exploser. Mais c'est la première fois que des gens se font exploser sur le territoire français de cette manière-là, même si c'est sans doute la partie la moins réussie de leur point de vue de l'opération. Car c'est le mitraillage qui a fait les morts, et les kamikazes, finalement, n'ont pas été aussi efficaces qu'ils auraient pu l'être. Mais ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que cette situation de guerre, si vous voulez, elle apparaît en même temps comme peut-être un abus de langage, parce que nous sommes en guerre contre Daesh, d'une certaine manière, contre un pseudo-État, mais on n'a pas les formes de la guerre à proprement parler. Donc je pense que le terme le plus exact, c'est celui de terreur. C'est la terreur dans l'Hexagone, hein, c'est le titre du livre que j'ai publié là-dessus au mois de janvier. Et en même temps, il faut bien penser que nous sommes dans une situation où Daesh souhaite créer la guerre. L'objectif de Daesh, c'est la guerre civile en Europe. Je pose la même question à Bernard Godard. Est-ce que vous acceptez, est-ce que vous réfutez ce mot de guerre qui est utilisé actuellement? La question, c'est de savoir pourquoi Daesh s'attaque en priorité à la France. Or, elle est en guerre contre... Daesh est en guerre contre l'ensemble des coalisés. Donc, du coup, pourquoi la France? Et c'est là la question qui se pose. Et je crois qu'il y a c'est un peu plus compliqué qu'une simple guerre. C'est-à-dire qu'avec un conflit, même si c'est un conflit asymétrique, si c'est avec un ennemi identifié, donc c'est un peu plus compliqué. Est-ce que... Sophie Malibaud, puis Christophe Ayat. Je pose la question à tous les deux. Est-ce que cette dénomination, cette façon de nommer la guerre, avec beaucoup d'insistance, avec un ton martial, etc., est-ce que ça ne risque pas d'avoir pour effet, justement, de faire exactement ce que veut cette organisation de l'État islamique, c'est-à-dire d'être prise pour un État, puisqu'on est dans une guerre... C'est vrai que c'est quelque chose qui va un peu dans ce sens-là. Ça va un peu dans le sens de ce que Daesh veut. Ça a aussi une autre fonction intérieure, c'est-à-dire la guerre
guerre, ça veut dire l'union sacrée, la mobilisation de tous. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi une société dans laquelle il y a des enjeux politiques très importants. Marine Le Pen est cavalcade pour les élections régionales bientôt. La guerre, ça veut dire l'union sacrée derrière les élites gouvernantes actuelles. Ça, malheureusement, on ne peut pas l'oublier. Je crois aussi qu'il y a un problème, c'est que nos dirigeants politiques sont très ignorants de ce qui se passe dans la région. Manuel Valls et François Hollande ne s'intéressent pas du tout à l'analyse en profondeur de ce qui se passe dans le monde arabe. Ils ont refusé de créer des études arabes, aujourd'hui de les remettre en place. On fait beaucoup de martial, on fait beaucoup de mouvements de menton et on fait très peu de fond. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés avec l'État. Gilles Kepel, cette guerre dont parle le président et le Premier ministre, elle a commencé où et quand? Est-ce qu'elle a commencé au Mali? Est-ce qu'elle trouve sa source en Syrie, en Irak, dans l'intervention française en Irak, dans la guerre civile en Syrie ou dans l'intervention française au Mali notamment? C'est difficile de répondre exactement à votre question parce que ça voudrait dire qu'on accepte qu'il y a effectivement une guerre. Mais la guerre telle qu'il l'a définie, c'est effectivement, en effet, elle s'inscrit dans quelque chose qui est la nouvelle définition de ce à quoi sert un ministre des Armées. Autrefois, le ministre des Armées était décoratif. Or, aujourd'hui, dans l'actuel gouvernement, si tant est qu'il reste ministre de la Défense, puisque, là encore, il est candidat aux élections en Bretagne, qui serait l'une des manières pour la gauche de garder la Bretagne, ce qui pose un énorme problème. Est-ce que le ministre de la Défense peut être vu en train de distribuer des tracts au marché de Plougastel, si vous voulez? Ça, c'est un... Mais il est le premier à avoir suspendu sa campagne, d'ailleurs. Oui, ça n'est pas une question anodine. Ça vous montre aussi la difficulté qu'a l'État dans ses formes régaliennes aujourd'hui à se penser et également à utiliser ce terme de guerre qui est finalement assez flou. Est-ce que c'est... Alors si on dit il y a un peu de Mali, il y a un peu de Syrie, il y a un peu de Yougoslavie, un peu de Centrafrique, est-ce que ça fait une guerre? On peut se dire, ça c'est des opérations extérieures. Et tout d'un coup, voilà que ça nous arrive dans la figure au Bataclan, rue de Charonne et à Oberkampf. Mais qu'est-ce qui fait... Quand est-ce qu'on est rentré dans le collimateur de Daesh, de ces groupes? On est entré dans le collimateur relativement tôt, entre autres choses, parce que nous avons... on dit toujours que la France n'exporte rien, c'est pas vrai. C'est le plus gros exportateur net de djihadistes, d'armes et de djihadistes européens. Par rapport à la population, c'est la Belgique. En termes relatifs, la Belgique et le Danemark nous donnent le pion, mais en termes absolus, c'est nous. Et de ce fait, vous avez aujourd'hui, à l'intérieur des cellules djihadistes syriennes, un assez gros réseau francophone. Vous avez tout un système de médias francophones. Le communiqué de Daesh revendiquant les attentats en était le produit. On ne savait pas d'ailleurs très bien, je ne sais pas si vous avez regardé, s'il était en français ou en arabe. Il est fautif en français. Le texte arabe est meilleur, mais il fait allusion dans le texte arabe à des choses que seuls des gens nés en France peuvent connaître. Donc on ne sait plus très bien où ils sont eux-mêmes. Mais on a un gros contingent francophone chez Daesh, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je crois que ça aide à faire en sorte que ceux-ci désirent faire la guerre contre le pays de mécréance d'où ils sont issus. Bernard Godard, est-ce que vous trouvez que ce fait justement donc de parler de guerre et donc d'assimiler quasiment Daesh à un État peut avoir des effets pervers dans la lutte contre ce mouvement? Je ne crois pas, pour répondre indirectement à la question aussi. Je pense que ça a commencé au Mali parce qu'il faut savoir quel est l'ensemble politique, enfin les hommes politiques qui ont nettement identifié cela comme guerre, c'est au Mali. Et quand on a commencé la guerre au Mali, c'est-à-dire qu'on a dit on est en guerre contre le terrorisme. C'est-à-dire que le terrorisme devenait un objet beaucoup plus large que simplement la lutte contre des groupes qui souterrainement s'attaquaient. Donc on a défini un ennemi, parce que c'est ça aussi la guerre, c'est définir l'ennemi. Donc cet ennemi est défini et on est rentré dans cette logique. Mais pour répondre à votre question, je ne crois pas que Daesh, effectivement, ait intégré ce genre, ou les autres ont intégré ce phénomène, mais ce phénomène s'est installé petit à petit et du côté du gouvernement, il y a eu effectivement cette acceptation d'être l'aile avancée d'une guerre contre un ennemi qui est le terrorisme et qui se trouve être un pseudo-État, mais certains sont partisans de le qualifier d'État. Pour continuer sur ce que dit Bernard, dans leur vocabulaire, en fait, c'est un djihad. Ils le perçoivent à travers des catégories islamiques, c'est-à-dire c'est un effort offensif
pour attaquer les pays ennemis. Et dans le communiqué, donc, qui est les attaques bénies de Paris contre la France croisée, puisqu'il y a beaucoup d'arabophones qui nous écoutent, le terme c'est El Razouat Baris El Mubaraka ala Fransa al-Salibiyya, c'est-à-dire la razzia mot à mot bénie de Paris contre la France croisée. Et le mot razzia béni, donc Razwa Mubaraka, c'est un terme qui est systématiquement utilisé. Par exemple, à New York, le 11 septembre, c'était et à Washington, il y en avait deux, El Razwatain El Mubarakatain, c'est-à-dire le duel en arabe, les deux razzia bénis, razzia venant le français, razzia venant de l'arabe, razwa justement, qu'on dit raid en anglais, qui c'était celle de Washington, New York. Donc dans leur vision du monde, dans leur Weltanschauung pour les germanistes, on a un djihad qui prend des formes d'attaque armée. Un peu comme, si vous voulez, pendant 8 siècles, il y a eu des raids, des razzias régulières contre Byzance jusqu'à l'effondrement de l'Empire byzantin. Quelles peuvent être les réponses? On attend demain l'intervention du président de la République française, François Hollande, devant l'ensemble des parlementaires, ce que l'on appelle le Congrès. Quelles peuvent être les réponses? Elles vont être militaires ou diplomatiques. Et on pense notamment à la fameuse question de savoir si on doit ou non parler avec Bachar el-Assad. Alors effectivement, c'est un débat qui a notamment pris beaucoup d'ampleur. Hier soir, j'ai entendu François Fillon expliquer qu'il fallait traiter... Alors oui, il est moins avancé. Juppé il ne peut pas avoir deux ennemis en même temps, voilà. Il faut hiérarchiser. Mais c'est différent. Mais alors que François Fillon, lui, a dit qu'il fallait travailler avec Bachar el-Assad, donc pour l'instant. Je crois que là, on est dans une situation où, en fait, vous avez deux terrains. C'est la grande différence entre la troisième génération du djihad, celle d'aujourd'hui, et celle de Ben Laden, qui était la deuxième, et d'Al-Qaïda. Vous avez un territoire, alors c'est pas forcément un État, eux disent qu'ils sont un État, l'État islamique, en arabe on l'appelle d'ailleurs en manière courte la doula en maghrébin, c'est-à-dire l'État, et qui est un territoire, un petit territoire avec quelques dizaines de milliers de combattants de niveaux différents, et qui donne le sentiment d'être David contre Goliath, si j'ose dire, parce qu'ils n'aiment pas tellement les Juifs, évidemment. Et ça donne un moral extraordinaire à tous ceux qui se projettent en eux. Voilà, ils résistent, c'est parce que Dieu les aide, ils sont contre la coalition des armées internationales. Mais justement, que peut faire la France? Renforcer l'effort militaire, aller au sol par exemple, ou bien faire de la diplomatie et travailler avec Bachar el-Assad? Il va falloir passer à une phase militaire, beaucoup plus accentuée. Oui, mais elle ne peut pas être simplement une phase française où la France a bombardé 2-3 cibles. Ça n'a pas donné un grand résultat, c'est le moins qu'on puisse dire. Les autres sont allés. Donc, est-ce qu'il y a eu un pas de trop, comme le 11 septembre pour Ben Laden, paradoxalement? Est-ce que ce qui s'est passé hier fait qu'il va y avoir une coalition of the willing, d'intérêts de ceux qui vont se coordonner pour détruire l'État islamique, parce que si tout le monde s'y met, l'État islamique ne va pas durer longtemps. Ouais. Mais tant que vous aurez un certain nombre de richards des divers pays du Golfe qui le paieront, ou des milieux turcs qui lui achèteront son pétrole, etc., il va rester. Il y a toujours, dans cette espèce de... Il y a des gens qui ont intérêt à l'État islamique. On parle beaucoup d'Assad, mais est-ce que le problème, ce n'est pas tant Assad que de travailler avec, d'être l'allié de pays qui, objectivement, n'ont pas un intérêt fondamental à la lutte contre Daesh? Je pense à la Turquie, qui a utilisé Daesh contre les Kurdes. Je pense aux pays du Golfe, qui ont utilisé Daesh et les groupes autour contre Assad, justement, qui était notre ennemi principal. Donc, est-ce que nos alliances ne sont pas un handicap? Pour la Turquie, effectivement, c'est compliqué, parce qu'on voit bien comment la campagne présidentielle qui a permis à Erdogan d'être réélu a utilisé la référence au terrorisme comme un élément de peur dans la société. Les Turcs ont eu peur que s'ils donnaient leur voix au parti démocratique pro-kurde, etc., ça allait être le chaos comme en Syrie. Et finalement, ils ont voté pour l'ordre, fût-ce un ordre autoritaire, mais qui éviterait à la Turquie de basculer dans le chaos syrien. Pour les Saoudiens, c'est plus compliqué, parce que les Golfiotes ont abondamment financé Daesh, sans le dire, avec des fonds privés, mais liés au pouvoir au début, parce que c'était l'occasion de casser l'axe Syrie, Iran, Hezbollah, etc. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont très peur que ça se retourne contre eux, comme Al-Qaïda s'est fait. C'est la main de Daesh qui va mordre la main qui la nourrit. En Arabie Saoudite, vous avez aujourd'hui de gros soucis
de transition au pouvoir, un pétrole très bas à $40. Vous avez aussi une inquiétude dans la classe dominante. Tout d'un coup, Daesh, qui est très populaire dans certaines couches en Arabie Saoudite, et le régime saoudien est très effrayé que Daesh, par exemple, s'empare de Damas. Et si Daesh s'empare de Damas, à ce moment-là, la légitimité des Saoudiens va voler en éclats. Qu'est-ce qu'il leur reste? Sophie Malibaud. Bernard Godard, est-ce que vous pensez que l'horreur des crimes qui ont été commis là sur le sol français n'est pas aussi de nature, à repousser peut-être certains des candidats au djihad? Parce que quelquefois, leur engagement dans le djihad est assez superficiel, assez récent. Certains, comme on le dit. Alors, est-ce que ça va? Parce qu'il y a eu sans doute des victimes indiscriminées, aussi bien musulmanes que de toute confession, aussi bien au Bataclan que aux terrasses de café, etc. Est-ce que ça ne peut pas avoir un effet pervers aux yeux pour le recrutement au sein de Daesh? Alors le fait qu'il y ait des victimes musulmanes, ça n'a aucun effet. C'est-à-dire que ça ne convainc pas les gens qu'il ne faut pas s'engager dans ce djihad. On a déjà eu les preuves dès les premiers attentats, c'est en 86, quand il y a eu des victimes musulmanes dans les attentats de la rue de Rennes, ça n'a pas du tout convaincu les musulmans qui s'engageaient dans le djihad de ne pas y aller. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, par rapport, est-ce que le fait que ça va convaincre les gens de ne pas aller dans ce genre d'horreur, il faut voir aussi quel est le processus qui engage les gens dans ce genre d'horreur. Parce que c'est là qu'il y a plusieurs données. Il n'y a pas que la géopolitique et de la religion, il y a de la pathologie, il y a un certain nombre de choses. Donc les gens rentrent dans une logique, alors on a dit sectaire, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais effectivement, les gens qui rentrent dans cette logique sont en dehors d'une logique de sensibilisation par rapport à la mort. Christophe Je suis Ayat. à la fois d'accord avec Bernard Godard sur l'exemplarité, je crois que c'est. En même temps, il y a une différence, me semble-t-il, par rapport à janvier. En janvier, vous aviez, et de l'hypercachère. Vous aviez des cibles identifiées, incriminées comme des méchants. Les dessinateurs de Charlie, entre guillemets, les apostats, entre guillemets, et les juifs, sans guillemets. Là, l'attentat est aveugle, c'est-à-dire qu'on a tué tout le monde et probablement y a-t-il eu dans un quartier branché où il y a à la fois des bobos et des enfants d'immigrés, un certain nombre de gens qui ont été tués qui correspond à la répartition de la société française, il y a probablement entre 25 et 30% de personnes issues de l'immigration musulmane qui ont été tuées, et on le voit aussi parce qu'on entend qui a perdu son... Bien sûr. La question, c'est dans quelle mesure est-ce que justement les terroristes vont être capables de mobiliser significativement des gens? Parce qu'on a eu Charlie, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Je ne suis pas Charlie parce que, bien fait, le prophète, et puis parce que je... Il y a un hashtag dans le monde entier, je suis Paris, aujourd'hui. Voilà. Oui, alors ça, c'est tout à fait différent, parce que comment est-ce qu'on peut s'identifier? Alors là, dans le communiqué de Daesh, c'est assez clair. Ils indiquent que c'est la dépravation qu'ils ont visée. Donc les dépravés, même s'ils s'appellent Ahmed ou Fatima, les dépravés qui allaient au concert de Fasidine, je ne sais plus quel terme on a. Jusqu'à quel point vous pensez que c'est calculé tout ça? Parce qu'on s'interroge toujours à chaque fois que des attentats sont commis sur la façon... Jusqu'à un certain point, parce qu'en fait, on a eu, après Charlie, on a eu 3 pieds du djihad. On a eu Sid Ahmed Rlam, on a eu Ayoub El-Khazani, et puis Yassine Salhi. Celui qui s'est tiré dans le pied, celui qui a égorgé son patron, et celui qui n'a pas su faire marcher sa mitraillette dans le Thalys. Et là, on a quelque chose qui est un peu entre c'est monstrueux, c'est le plus gros atteint sur le sol français, mais par rapport à ce qu'il voulait faire, c'est très en deçà, puisqu'il y avait quand même les 3 kamikazes, enfin les 3 ceintures explosives, envoyées au Stade de France où se trouvait François Hollande, qui n'ont fait pas d'autres victimes quasiment qu'eux-mêmes, alors qu'il y avait 80 000 personnes massées. Et là, vous imaginez, évidemment, avec France-Allemagne, et le communiqué s'en targue, mais ils n'en ont pas véritablement fait grand-chose. Alors, ce que je vous propose, nous allons poursuivre notre entretien avec notamment des images qui nous parviennent, d'autres informations qui nous parviennent. Avant cela, sur les antennes de RFI et sur celles de TV5 Monde, nous allons faire justement un point d'actualité avant de nous retrouver toujours en direct. À tout de suite.
Alors, Tour International, donc une édition spéciale liée à cette actualité que vous venez d'entendre sur RFI ou de voir sur TV5 Monde, avec ces attentats qui ont eu lieu à Paris, faut-il le rappeler, 129 morts, 352 blessés, et nos invités, Bernard Godard, spécialiste de l'islam, Gilles Kepel, politologue. Vous avez également beaucoup écrit sur cette question. Donc, nous reprenons le cours de cette émission. Christophe Ayat, première question. Gilles Kepel, je vais revenir à cette histoire de guerre contre le terrorisme ou de guerre contre Daesh. Est-ce qu'on n'est pas en train d'appliquer les recettes qui n'ont pas marché, les recettes que les Américains ont utilisées, Bush puis Obama, les assassinats ciblés, la guerre contre le terrorisme, le fichage des gens, la loi renseignement, et finalement avec un résultat qui est ça va de mal en pis. En tout cas, ça y ressemble furieusement dans le vocabulaire, avec cette grande différence sur le terrain que quand il y a eu le 11 septembre, c'était des non-américains qui avaient fait le 11 septembre. Ben Laden payait les cours de pilotage, les billets d'avion, et on voyait des Saoudiens, des Égyptiens, Émiratis et Libanais faire les attentats en détournant les avions. Donc on pouvait considérer que finalement c'était des étrangers. Ils voulaient contrôler les frontières et on projetait la guerre à l'extérieur. Là, le phénomène a complètement changé de nature, puisque presque tous ceux qui commettent les attentats, sauf éventuellement ce Syrien, s'il s'est avéré que le passeport syrien retrouvé est vraiment le passeport de celui qui a commis l'attentat, pour l'instant on n'en a pas la certitude, ce sont des citoyens français. Du reste, on en parlait à l'instant avec Bernard Godard, quand la presse nous dit... le kamikaze est un Français. Un Français qui peut être un enfant de l'immigration post- ou rétro-coloniale. Et ça rend la chose, le propos beaucoup plus difficile. C'est pourquoi j'ai peur que nos hommes politiques qui sont dans la réaction immédiate et dans la mobilisation des soutiens électoraux, dans l'union sacrée, ne prennent pas le temps véritablement de penser ce phénomène dans sa profondeur. Est-ce qu'il vous semble, à l'un comme à l'autre, que la Belgique réagit de la même façon que la France, sachant qu'il y a cette fameuse piste belge et que, avec des arrestations notamment, l'enquête s'oriente vers la Belgique en effet. Il y a une histoire particulière pour la Belgique parce que c'est bon, peut-être, je ne sais pas si ça a été de ce point de vue a été développé. Il y avait une cellule salafiste avec une personnalité qui est appelée Bassam Ariachi, qui est une personnalité connue dans le salafisme syrien, qui était déjà un activiste. On l'a connu à Milan, on l'a connu à Bruxelles, Aix-en-Provence. Moi, j'ai bien connu dans les années 80. Voilà. Et du coup, si vous voulez, ça a développé un noyau salafiste djihadiste, alors là il faut être très prudent, engagé après 2011 dans la coalition du Front islamique, du Front salafiste. Vous parlez de cette association voilà, Jihad mais for qui n'avait Belgium. pas forcément quelque chose à voir avec Daesh. Mais du coup, par capillarité, finalement, tous ces groupes-là qui étaient se distinguaient de Daesh, Daesh a finalement, comme une espèce d'hydre, a essayé à englober, à avaler de plus en plus de membres qui sont issus de ces groupes, y compris Al-Nusra, qui était pendant Al-Qaïda. Du coup, si vous voulez, la Belgique a une antériorité dans, si vous voulez, l'ancrage de certains, de ce qui est lié au djihad en Syrie. Daesh va peut-être rejoindre l'Organisation pour la francophonie, puisque Daesh, finalement, regroupe tous les djihadistes francophones dans de mêmes bataillons francophones. Et on a cette porosité dans leurs organes de presse en ligne, etc., où les Belges, les Suisses, les Français, les Maghrébins francophones et même les Sahéliens francophones forment des bataillons. Et c'est, par-delà la plaisanterie macabre, c'est important parce qu'ils forment une sorte de groupe d'intérêt francophone à Daesh, qui est l'une des raisons pour lesquelles ils considèrent que le djihad sur le sol français, ça, c'est vraiment halal. La France étant la mère de la francophonie, Exactement. On frappe sa mère. Alors, nous allons poursuivre cette émission avec Bernard Godard. Merci Gilles Kepel d'être passé sur ce Merci studio. à vous. Mais je voudrais qu'on écoute ensemble peut-être un témoignage. Nous allons tenter de joindre Latifa Ibziaten, qui se trouve actuellement au Maroc. Latifa Ibziaten, faut-il rappeler en quelques mots votre histoire? Le 11 mars 2012, votre fils Imad est le premier Français donc assassiné par Mera. Vous avez choisi, vous, de créer une fondation, une association. Vous allez partout dans les écoles pour parler de respect de l'autre, de tempérance, etc. Et vous êtes actuellement au Maroc. Je voudrais que vous nous disiez comment vous avez vécu et entendu ces attentats de Paris.
Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de partager avec vous et de témoigner de mes souffrances et de ce que je vis aujourd'hui. Aujourd'hui, je vois la France est touchée entière de ces barbaries, ce terrorisme aujourd'hui qui veut nous diviser. On doit faire beaucoup attention. Les musulmans, aujourd'hui, ce sont les premières victimes quand on voit la réalité. L'islam, on ne peut pas tuer en nom de Dieu. L'islam, c'est un islam de paix et d'amour. Aujourd'hui, vous savez, monsieur, il y a un travail énorme à faire en France. Pourquoi j'ai choisi de tendre la main et d'aller vers l'autre? Parce qu'il y a un amalgame, il y a une souffrance. Il y a ce ghetto fermé aujourd'hui. On doit ouvrir ce cité, c'est très important. Latifa Ibiaten, vous allez recevoir dans quelques jours des mains de François Hollande et avec Jacques Chirac, justement le prix de cette Fondation pour la paix, une très haute distinction. Est-ce qu'après ce qui vient de se passer en France, après ce qui se passe en France, rappelons qu'il y a 3 ans, Mera avait tué 7 personnes, dont votre fils, est-ce que vous dites, finalement, cette mobilisation ne sert à rien et mon discours ne porte pas dans les écoles, mon discours de tolérance? Non, au contraire. Au contraire, ça porte très très bien. Et je le sens parce que sinon je ne peux pas continuer. Je ne peux pas baisser les bras aujourd'hui. On doit aller tous, on doit être multiples de Latifa. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on doit sauver notre pays. On doit aider notre pays, la France. On ne doit pas baisser les bras. Moi, le prix que j'ai reçu et que je veux recevoir aujourd'hui, c'est que pourquoi je suis au Maroc, je venais rendre hommage à mon fils et dire voilà, il m'a dit parti, le combat est continué, je ne peux pas baisser les bras. Et voilà, tous ces gens et toutes ces personnes qui veulent m'aider, ils seront le bienvenu. Mais on ne peut pas baisser les bras aujourd'hui. Parce qu'il y a une souffrance énorme, monsieur. Il y a une souffrance énorme qu'on doit la réparer. Je reçois avec ce prix avec beaucoup de fierté et dignité. On pense Mais je ne peux pas baisser les bras. Je dois continuer mon combat et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide, je ne peux pas baisser les bras. Tout ce que je vois dans les cités, dans les écoles, dans les maisons d'arrêt, il y a un problème énorme. Et c'est dommage, aujourd'hui, on n'a pas un musulman qui nous présente. Je n'entends pas les musulmans qui nous présentent en France parce que ça fait trop mal aujourd'hui. C'est une souffrance énorme. Latifa Ibiaten, Sophie Malibaud de RFI vous pose une question. Je voulais savoir, est-ce que vous trouvez que par rapport à ce qui s'est passé au moment de Charlie, est-ce que cette fois-ci vous avez l'impression que l'amalgame est évité dans les commentaires en général ? Est-ce que des leçons ont été tirées? Est-ce qu'on évite l'amalgame entre djihadistes, extrémistes, djihadistes et les musulmans en général? Est-ce que là-dessus, on a progressé? Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un travail à faire, pas du tout, madame. Il n'y a pas de conscience. Le problème, il est là. Il y a des discours, mais on ne réagit pas, on ne fait pas le nécessaire, malheureusement. Latifa Ibiaten. Le mot de djihad, je n'aime pas du tout. Parce qu'on les valorise encore plus, ces terroristes, ces assassins. Bien sûr. On ne peut pas utiliser le mot de djihad. Latifa Ibiaten, merci de nous avoir accordé ce témoignage donc, en direct du Maroc où vous vous trouvez, pays donc, également de votre fils. Rappelons donc qu'il a été assassiné, que vous avez créé une fondation et que vous allez recevoir dans quelques jours l'une des plus hautes distinctions de mobilisation pour la paix. Merci pour votre témoignage. Nous avons compris que vous alliez continuer donc à rencontrer des jeunes et à tenter de porter ce discours de tolérance. Oui, je voulais vous interroger, Bernard Godard. Est-ce que, comme Latifa, vous estimez qu'on a tort finalement d'utiliser ce vocabulaire de djihad ? Non, c'est devenu un mot générique, djihad, djihadisme, de la même manière que salafiste, les gens ils vont vous dire, les salafistes eux-mêmes vont vous dire, y compris les frères musulmans, mais nous aussi, nous sommes salafistes. Vous savez, il se trouve que le terme islamiste, on ne va pas rentrer dans la problématique, mais le terme djihadiste est devenu le terme générique qui désigne effectivement des gens qui rentrent dans une certaine logique. Alors, aujourd'hui, dire, et on va faire attention, et je sais que par exemple, il y a des personnes qui disent, il ne faut pas employer le mot islamiste, parce que le mot islamiste ne correspond. Mais si on rentre dans ce genre de logique, on ne s'en sort pas. Bernard Godard, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un échec de l'encadrement de l'islam en France, que ça soit par
les responsables de la communauté, ou que ce soit par les autorités, qui ont essayé d'œuvrer à faire émerger des personnalités crédibles qui puissent représenter, mais aussi alerter sur les risques à l'intérieur et sur les déviances de discours à l'intérieur de la communauté. Ça fait plusieurs choses. C'est-à-dire que dans la communauté musulmane, est-ce qu'elle est mal entourée, bien entourée? C'est pas un phénomène français. La chose, vous la retrouvez en Espagne, en Allemagne, etc. Vous avez des communautés qui se sont constituées de manière autonome. Et c'est après que, si vous voulez, il y a des structures qui se sont superposées. Donc ça, c'est la réalité. Donc il n'y a pas un organe centralisé qui fait qu'il puisse y avoir un encadrement significatif. Ça a été tenté. En France, ça a été tenté avec le Conseil français du culte musulman. Alors, le Conseil français du culte musulman, on peut discuter, effectivement, c'est bon, c'est mauvais. L'idée, de toute façon, c'était l'aboutissement de quelque chose qui avait commencé déjà avec Pierre Josse, qui a conduit avec Charles Pasqua, avec Jean-Pierre Chevènement. C'était quelque chose d'irréversible. Et alors maintenant, on a beau jeu de dire, le CFCM, c'est pas... Mais oui, mais c'était quelque chose d'irréversible, dans le sens où il y avait une vraie volonté de la part de notables musulmans qui dirigent des mosquées, de se retrouver dans une structure qui puisse dialoguer avec les pouvoirs publics. La volonté, elle venait vraiment d'eux ou elle venait de l'État français qui avait besoin d'un interlocuteur? Des deux. Mais on ne peut pas dire que ça ne soit pas venu des musulmans, parce que l'habitude est de dire c'est effectivement quelque chose d'unilatéral qui est venu de la part des pouvoirs publics. Non, c'est plus compliqué que ça. C'est qu'il y a une réelle volonté, si vous voulez, d'avoir... Mais maintenant, Bernard Godard, vous avez affaire à une génération, peut-être des centaines, peut-être des milliers, de jeunes qui, sur Internet, tout seuls, s'auto-radicalisent et ont une compréhension d'impératifs religieux, enfin de l'islam, qui est profondément dangereuse, néfaste et pas très religieuse en sens. Alors, il y a plusieurs choses, parce que si vous prenez le salafisme ordinaire, le salafisme ordinaire, ça ne mène pas forcément au djihad. Il faut être très prudent là-dessus. La majorité des salafistes ne sont pas djihadistes. Bon, ça c'est la première chose. Déjà, chez ces gens-là, ce sont des gens qui sont hétérodoxes par rapport à, on va dire, le mainstream dans l'islam européen, y compris en France. Du coup, ils se sont renforcés à la fin des années 90, beaucoup plus en Angleterre déjà 10 ans auparavant, et par rapport au reste de l'islam. Et il se trouve que ce mouvement salafiste, qui est plus autonome que les autres tendances ou courants de l'islam, il est très français. Il est plus français que les frères musulmans, il est plus français que les gens qui se réfèrent à une tradition des pays d'origine. Ce sont des jeunes qui sont nés, qui sont en deuxième, troisième génération nés en France, ou des convertis. Donc, Bernard Godard, vous avez donc travaillé avec plusieurs ministres de l'Intérieur. Je rappelle, vous appelez Monsieur Islam. Vous avez beaucoup travaillé sur ces questions. Est-ce que l'on doit s'attendre, après ce qui vient de se passer, à un changement, relationnel, c'est-à-dire à ce que les libertés publiques, à ce que l'action des policiers, l'action des magistrats soit plus soutenue sur le terrain? Est-ce que ce qu'on appelait les libertés publiques va se trouver révisé? Pour le moment, ce n'est pas une volonté affichée, en tout cas du gouvernement actuel, même s'il veut mettre un moyen en œuvre, il n'a pas du tout donné des signaux en ce sens-là. Alors, simplement, pour établir une chose, souvent vous entendez parler de 4000 fiches S, etc. Mais attendez, ce sont les fiches sécurité. Alors, ces fiches sécurité... On parle de 4 à 10 000, le chiffre est assez mais imprécis. ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 000 à 10 000 personnes qui sont fichées, mais il y a des variations énormes. Ouais. C'est la cousine du cousin du beau-frère d'un tel qui, à un moment donné, c'est inférieur... Mais vous avez entendu des voix politiques qui demandent à ce que tous ces gens-là soient arrêtés ou en tout cas mis dans des centres de rétention. Mais ça fait pas sens. Ça fait pas sens parce que si vous avez une personne qui est fichée pour être le père ou le frère et puis qui à un moment donné qui a prêté sa voiture... Donc ça veut dire que la fiche S n'est pas bien faite dans ce cas? Mais si elle est bien faite, simplement on sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui relie quelqu'un qui est vraiment radicalisé pour le coup, mais qui peut-être a toujours une relation et qu'effectivement par lui on arrivera à remonter à quelque chose. Mais c'est pas du tout quelque chose de scientifique. Alors, mais peut-être les gens qui nous entendent en ce moment voient encore des images terribles, ces images de guerre. Est-ce qu'on ne s'embarrasse pas actuellement justement d'une sémantique un peu complexe, guerre ou pas guerre, fiche S ou pas S? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une action? Est-ce qu'il n'y a pas une demande politique ou du corps social d'une action beaucoup plus forte, beaucoup plus policière sur le terrain?
Ça, il y a une volonté, bien sûr, c'est une attente de la population, et bon, on peut la comprendre à la limite. Hein. Mais si vous voulez, le fait, si vous voulez, on a un discours, moi je pense, que effectivement, le fait d'avoir tout tablé, mais ça avait commencé avec Nicolas Sarkozy en 2008, la réforme des services de renseignement, qui ont été effectivement de supprimer, si vous voulez, pas supprimer, c'est pas le mot, mais de minimiser l'effort de maillage large, c'est-à-dire de surveillance en général, ce qui était les RG traditionnels, et y compris sur la mouvance islamiste. Bon, et on a tout porté sur effectivement le service de la DCRI, laquelle DCRI effectivement se trouve maintenant obligé d'effectuer le travail qui était avant celui un peu des RG en partie, et le travail... C'est un peu franco-français avec toutes ces appellations, mais est-ce qu'il y a un changement de culture? Est-ce que ces 4 à 10 000 fiches S doivent être suivies avec beaucoup plus d'attention, donc beaucoup plus de moyens policiers? Mais elles sont, si vous voulez, plus suivies, une fiche S, ça veut dire que vous n'avez pas les moyens technique de mettre en permanence des fonctionnaires de police sur 4 000 ou 10 000 personnes. Ça, c'est donc on est vulnérable. Le problème, évidemment. ça n'est pas non plus, peut-être tout de même depuis Charlie, depuis une dizaine de mois, il y a eu un énorme effort sur les renseignements. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les moyens qui sont mis à disposition du renseignement et ceux qui sont mis à la disposition de la justice ? C'est ce que le juge Trévidic notamment reproche en disant tout pour le renseignement et pas assez de juges et de magistrats. Mais parce que tout est très cloisonné. C'est-à-dire que les budgets qui sont votés, c'est l'intérieur, c'est à partir décidé. Donc du coup, l'intérieur répartit son budget. Et du coup, la justice, une fois de plus, elle est toujours le parent pauvre dans toutes ces opérations. Donc c'est même pas par rapport à cet objet précis. C'est en général le budget de la justice. S'il est abondé, par exemple, il n'ira pas forcément uniquement dans le renseignement concernant ces questions ou dans les questions de terrorisme. Il y aura priorité sur la construction de prisons, sur un certain nombre d'autres problèmes où il y a effectivement un gros manque. Donc du coup, c'est une tradition effectivement que la justice ne soit pas dotée d'un budget à la mesure de ce à quoi elle a à faire face. Oui, mais parce qu'on a eu la loi renseignement, est-ce que vous pensez qu'elle donne les moyens de combattre sérieusement ce type de terrorisme-là? Ou est-ce qu'elle brasse trop large? C'est un peu embêtant parce que les moyens, dans la loi renseignement, vous avez les moyens techniques. Donc les moyens techniques, ils sont clairement individuels. Enfin, on a protesté à juste titre. Moi, je ne suis pas d'accord. Les moyens techniques, que la police utilise tous les moyens techniques qui sont à disposition, c'est tout à fait normal. Et plus ils sont sophistiqués, tant mieux, tant mieux. C'est plutôt leur contrôle qui pose problème. Et ça, leur utilisation, et c'est ça qui pose problème. Et là, effectivement, mais ça, c'est une question de technique. C'est-à-dire, sur la loi renseignement, on n'a pas élargi le champ proprement réglementaire ou législatif sur les incriminations. Il est toujours le même, à part effectivement incrimination personnelle. Avant, on se cantonnait pour incriminer des gens en groupe. Le fait d'avoir été effectivement engagé dans un plan en groupe. Donc il y a l'engagement personnel. Bon, ça c'est le seul changement notable qui a été fait. Mais pour le reste, il n'y a pas eu énormément. En revanche, il y a eu une accumulation depuis les années 80. On est quand même en Europe, dans le monde connu dans le monde occidental, pour être connu, pour avoir vraiment accumulé un certain nombre de lois qui sont relativement efficaces là-dessus. Non, mais je pense qu'il y a la question du renseignement, c'est pas qu'une question de justice. La question de renseignement, et le renseignement étroit et le renseignement large, je reviens toujours à la même notion. Effectivement, il y a aussi la formation des personnels. C'est savoir, et ça c'est très très important, c'est-à-dire savoir distinguer qui c'est qui est terroriste ou pas. Ça paraît bête, mais c'est très important. Et effectivement, et là, il faut aller très vite, parce qu'on parlait tout à l'heure de Daesh. Daesh, vous dites effectivement, ils sont concertés, y compris Gilles Kepel disait qu'effectivement, Daesh, c'est pas Al-Qaïda, on est dans la 3e génération, etc., etc. On est parti quand même de quelques officiers irakiens. Et on arrive à un État qui veut battre monnaie, etc. Attendez, le chemin parcouru en 5-6 ans, il est énorme. Et donc, ils se construisent au fur et à mesure. L'utilisation des combattants étrangers, ça n'a pas été une évidence au départ. En revanche, ça a été une nouveauté, alors que, par exemple, Al-Qaïda avait une défiance, utiliser les gens qui venaient d'Occident, mais ce n'était pas forcément systématique. On est en présence de gens qui construisent au fur et à mesure, y compris le califat de juin 2014, qui sont
sont en train de construire une stratégie. Donc, est-ce que le mot de déradicalisation tel qu'il est utilisé pour ces combattants qui sont allés faire le djihad et qui revient a encore un sens? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque majeur à, au fond, avoir, en liberté, comme si nous ne défendions pas journalistes et liberté publique, mais de laisser en liberté des gens qui reviennent, même si sur leur bonne foi, ils disent, voilà, j'ai changé, etc. Est-ce que c'est encore une prise de risque possible? De toute façon, il y a moyen juridique de les garder ou pas en rétention ou en détention. Ça, c'est une chose. Après, effectivement, c'est le suivi. C'est savoir, effectivement, la question qui s'est exposée, est-ce qu'on les laisse un peu, ce qu'on appelle judiciarisés, c'est-à-dire avec une surveillance suivi, assez serrée, etc. Ou est-ce qu'effectivement, on demande aux services qui sont chargés de la déradicalisation, de la prévention, on les laisse, on les prend en charge? Pour le moment, on n'a pas forcément des résultats clairs. Je sais que j'ai entendu dire, par exemple, une expérience qui est menée par Toby Nathan et à l'hôpital Bobigny sur le plan psychiatrique. Par rapport aux gens qui sont radicalisés, mais vraiment nettement, la récupération est très difficile d'un simple point de vue psychiatrique. C'est pas évident. On est un petit peu dans le cadre de la lutte contre un mouvement sectaire. Est-ce qu'il y a moyen d'adapter ce qu'on fait pour déprogrammer les adeptes des sectes aux gens qui sont passés par les mains de Daesh ? Alors, c'est un sujet que l'année dernière qui a été soulevé. Effectivement, il y a eu des tenants de la thèse Enfin, moi, je pense que le fait d'avoir qualifié comme sectaire, c'est une manière d'éviter de parler du religieux. Parce qu'on est en France et que le mot religieux est tabou. Donc, du coup, quand on est en présence d'une secte, c'est très pratique. C'est-à-dire que quand on est en présence d'une secte, c'est pas de la religion. Et donc, c'est très dangereux d'aller sur ce terrain-là. C'est très dangereux parce que c'est pas une secte du tout. Et effectivement, il y a des phénomènes qui peuvent y ressembler dans l'emprise mentale que peut exercer certains recruteurs par rapport à certains jeunes. Après, on n'est pas du tout dans une secte, on est dans une variante extrémiste, effectivement, de l'islam. Et là, c'est pas du tout la même. Christophe Ayat. Bernard Godard, depuis une quinzaine d'années, il y a des mesures comme l'interdiction du voile à l'école, l'interdiction du voile intégral, dit burqa. Et puis, en fait, il y a en réaction une radicalisation de plus en plus forte. Est-ce que ça marche, le modèle de laïcité, ou ce modèle français ? Justement, la question, c'est de savoir ce que c'est. Aujourd'hui, la laïcité, elle est idéologisée. Donc, c'est-à-dire, on ne parle plus du tout de la même chose qu'à l'époque où Jean Jaurès ou Aristide Briand avaient poussé la loi de 1905. On n'est plus du tout dans le même contexte et il y a une dérive. Et ça, il y a une dérive très dangereuse au point que la laïcité est devenue un terme de l'identité française. Alors là aussi, le thème de l'identité à partir de 2007 a fait des ravages, des dégâts. Et donc, la laïcité, on l'a rentrée dans ce cadre-là. Alors, la laïcité française, peut-être on peut en discuter, mais en tout cas, c'est pas du tout l'esprit dans lequel on en parle aujourd'hui, assez souvent, et que ce soit à gauche comme à droite. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un dévoiement complet de la laïcité. Autre chose, c'est que les gens, la plupart des fonctionnaires qui sont appelés, par exemple, dans la déradicalisation, quand vous les interrogez par rapport à la laïcité, ils ont chacun sa notion propre de la laïcité. Donc du coup, ça pose un vrai problème. Il faudrait peut-être effectivement faire le point de manière sereine par rapport... Alors, il y a un observatoire de la laïcité qui a été créé avec une personnalité qui est effectivement très efficace, me semble-t-il, dans Jean-Luc Bianco. Une question sur le caractère inaudible des leaders religieux, des voix des leaders religieux dont parlait Latifa tout à l'heure. Comment vous l'expliquez ? Parce que si vous voulez, ces leaders religieux, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas de crédibilité. C'est souvent, il y a encore un différentiel entre les gens qui sont, dont on appelle les blédards, qui sont venus des pays d'origine, qui ne sont pas forcément encore adaptés à un discours, à une manière de communiquer qui est celle des jeunes. Et c'est pour ça que les imams salafistes ont beaucoup de succès, parce qu'ils sont franco-français. Est-ce que ce sera la dernière question, nous arrivons au terme de cette émission, est-ce que le 13 novembre 2015 marque une nouvelle ère, une nouvelle date dans l'histoire de la France pour vous ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a l'électrochoc que ça produit. On parlait de l'absence d'amalgame, de l'absence de choses. Il faut qu'on regarde l'autre différemment. L'altérité ne peut plus être, ou alors elle va être très, très violente. Et ça, c'est le cas de l'extrême droite qui va travailler là-dessus. Ou alors il va être, non, on ne peut plus continuer à travailler comme ça par exemple, par rapport à l'islam. Je pense que là, il y a un changement spectaculaire. Merci Bernard Godard d'avoir accepté notre invitation avec Gilles Kepel pour une
partie de cette émission. Dans quelques instants sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, nouvelle synthèse d'actualité, édition spéciale autour de ces attentats qui, je vous le rappelle, ont fait 128 morts à Paris et 352 blessés. Développement de l'enquête, tout ça sur nos antennes et à la lecture du Monde, édition spéciale également au cours des prochaines heures. Merci d'avoir été avec nous.